Mesdames, Messieurs, bonjour. Jury du dimanche, nous recevons Barthélémy Diaz. Bonjour. Bonjour Mamadou Ibra. Vous êtes maire de Mermoz Sicap Sacré-Cœur, conseiller municipal à la ville de Dakar, membre de la coalition Yewwi Askan Wi Libérer le peuple en Wolof au nom de la coalition Taxawu Sénégal dirigée par Khalifa Ababacar Sall. Barthélémy Diaz, on ne vous présente plus. Oh que si, on a toujours des choses à dire ou à écrire sur vous. Avec vous, la presse ne s'ennuie pas. Votre personnage au caractère trempé fait de vous ce que les journalistes appellent dans leur jargon un bon client. La dernière actualité vous concernant, c'est la filature dont vous seriez l'objet de la part de la direction de la surveillance du territoire. En 2019, révèle votre responsable de communication, un agent des renseignements serait entré par effraction dans votre voiture. Une autre actualité, et pas des moindres, à votre sujet toujours, est que vous êtes candidat à la mairie de Dakar. Les choses ont changé? Et Mamadou Ibra, d'abord je vous remercie pour l'invitation. Vous me permettrez de saluer les auditeurs et les téléspectateurs qui nous suivent. Et dire que concernant la première question, d'abord c'est seulement désolant de constater qu'aujourd'hui un pouvoir s'acharne sur les opposants. En quittant chez moi, c'était une scène assez particulière parce que j'ai vu des agents de la DST en train de jouer au baby-foot devant chez moi. Ça veut dire qu'eux-mêmes, qui sont mandatés pour surveiller Barthélémy Diaz, ils ont choisi d'aller jouer au baby-foot. Ils étaient en train de s'amuser. Ils s'amusaient parce qu'il n'y a rien d'important, il n'y a rien d'urgent, il n'y a rien de grave. C'est de l'intimidation qui ne passera pas. Cette intimidation a débuté depuis quelques mois. On a décidé aujourd'hui, à la veille des élections, d'envoyer des corps de contrôle à la mairie de Mermoz Sacré-Cœur, ce qui est tout à fait normal. C'est une gestion publique. Mais je rappelle, c'est le moment choisi. Et c'est malheureusement suspicieux. Parce qu'on m'amène la Cour des comptes. Et même pas un mois plus tard, on m'amène la RMP pour regarder tous les marchés. Et pendant qu'on y est, on peut continuer avec l'inspection générale d'État. Il y a 550... Ce sont des comptes, non? La redevabilité, mais vous savez, ça ne devrait pas gêner. Pas du tout. Mais c'est que quand vous avez déjà pratiqué ce régime avec ce qu'ils appellent la reddition des comptes qui en réalité est un règlement de compte masqué, vous avez de quoi vous mettre sur vos gardes. Mais ce n'est pas important parce que, comme j'ai déjà dit, il n'est pas question de se laisser faire. Pourquoi la DST vous surveillerez-vous? Pourquoi? Vous avez cherché à comprendre et vous avez la preuve vraiment que c'est la DST qui est là, qui vous suit. Mais ils savent très bien qu'ils sont là. Nous avons informé par voie de presse. La police a un service de communication. Ils n'ont pas démenti. Et la raison pour laquelle j'ai souhaité à ce que le public soit informé, c'est qu'au lendemain de l'élection présidentielle, ils ont infiltré un agent de la DST dans mon quartier qui s'est introduit dans mon véhicule. Et ce qu'on cherchait à mettre dans mon véhicule, ils le savent et je le sais. C'était des armes et de la drogue. Ah oui? Oui, ils le savent très bien. Vous avez des preuves Ils irréfutables? le savent très bien, je n'ai pas le temps d'accuser des gens, moi, ils le savent très bien. Quand on porte une accusation de cette nature, oui, on devrait avoir des preuves. L'objectif, je répète, l'objectif recherché, c'était d'anéantir Barthélémy Diaz. Et je reviens à ce que j'ai déjà dit, je pense qu'il y a d'autres façons de faire pour un État qui se respecte que de chercher un coup à accuser certains leaders politiques d'être des escrocs, d'autres d'être des violeurs. Je vous rappelle qu'avant eux tous, moi, j'étais accusé d'être un assassin. Donc, c'est pour dire que... L'affaire Ndiaga Diouf. Parfaitement. C'est pour dire qu'il y a d'autres formes de combattre des opposants que de chercher à les mettre en mal avec leur société. Parce que si les pouvoirs précédents le faisaient, je pense que certains n'auraient jamais été élus dans ce pays. Vos preuves sur la table. Concernant les armes et la drogue. Mais bien qu'on a sûr, voulu mettre dans votre voiture. Mais la preuve, où sont vos preuves? La preuve, quand j'ai pris cet agent, je l'ai conduit à la section des recherches de la gendarmerie. Parce que je considérais qu'un policier ne pouvait pas être remis entre les mains d'un policier. Mais les agents de la section de recherche de Colobane m'entendent. Il n'a même pas fait 3 heures dans leurs locaux. C'est sur instruction du ministre de l'Intérieur qu'il a été libéré. J'ai dit, j'ai pas de problème. Vous pouvez continuer à me surveiller. Mais cette fois-ci, je vous donne un conseil. Ne vous approchez ni de mon domicile, ni de mes véhicules. Parce que cette fois-ci, si vous le faites,
je vais considérer que c'est du banditisme d'État. Et je serai obligé de réagir parce que j'ai le droit à avoir une vie privée. Je reconnais que je suis un acteur politique. Et pour vous dire à quel point c'est de l'intimidation, vous pensez sérieusement que l'État du Sénégal, en 2021, a besoin de poster des agents devant la mairie de Mermoz-Sacré-Cœur, aux alentours de mon champ, mon exploitation agricole qui se trouve à Noto, dans la région de Thiès, et aux alentours de mon domicile. Tout ce qu'ils ont besoin de faire, c'est seulement activer la géolocalisation de mon téléphone portable ou du portable de mon chauffeur ou de mes éléments de sécurité. Ils sauront où je me trouve à n'importe quel moment du jour comme de la nuit. Oui. Si vous faites le contraire, c'est vous cherchez à m'intimider et ça ne marchera pas. Je terminerai bien sûr sur le deuxième volet de votre question. Et attendez, vous réagirez en dégainant? Non, il ne s'agit pas de dégainer. Vous savez, quand ma vie a été mise en danger, je me suis défendu. Oui. Là, ma vie n'est pas en danger. Mais je n'accepterai pas qu'on me mette dans une situation qui ne colle pas avec mon profil et avec mes convictions. Je ne suis pas un trafiquant d'armes et je ne suis pas un trafiquant de drogue. Et chercher à liquider, je reviens déjà à ce que j'ai dit, quand on descend dans les caniveaux en voulant liquider des adversaires politiques par l'escroquerie, le viol ou des faits de cette nature, on commence à verser dans la méchanceté gratuite. Et ce n'est pas acceptable. Ma question, elle est double. Vous êtes toujours candidat à la mairie de Dakar. Effectivement, sur le deuxième volet de votre question, je confirme, je réitère, persiste et je signe. Nous sommes candidats à la mairie de Dakar. Et dans ce « nous sommes », j'ai l'ambition de porter ce « nous ». Et je l'ai dit avec conviction, je l'ai dit avec force, et je l'ai aussi dit avec sérieux. Vos alliés de la coalition Yewwi Askan Wi. Je me suis d'abord adressé au peuple de Dakar, en particulier, et au peuple sénégalais en général, parce que Dakar est la capitale du Sénégal. La coalition dans laquelle je me trouve, nous sommes des acteurs politiques. Il se peut que d'autres personnes nourrissent des ambitions pour la mairie de Dakar. C'est leur droit le plus absolu. Mais moi, j'ai au moins eu l'honnêteté intellectuelle de dire où je devais le dire, en mettant les formes que je nourris l'ambition d'être candidat à la mairie de Dakar. Il y a une question posée par un de nos auditeurs et téléspectateurs, Omar Modisso. Si la coalition Yewwi Askan Wi choisit Soham Wardini comme candidate à la mairie, est-ce que vous vous rangeriez derrière elle? Si elle a un meilleur profil que moi et si elle peut assurer et rassurer qu'elle peut faire gagner à la coalition Dakar, que ce soit elle ou quelqu'un d'autre, pourquoi pas? Oui. Mais je reviens à ce que j'ai déjà dit. J'ai dit que je suis candidat aux Dakarois d'apprécier. Pour Khalifa Sall, la mairie de Dakar est vraiment derrière lui? Mais ça, c'est une question qu'il faudrait lui poser. Très bien. Mais une chose est claire. Oui. Je pense que si Khalifa Sall aujourd'hui était candidat à la mairie de Dakar, je ne déclarerai pas ma candidature. Il n'est pas question pour moi d'avoir Khalifa Sall en face de moi. Et vous n'excluez pas cette hypothèse? Mais je considère que quand on cherche à être président de la République, on est assez occupé à construire un réseau et à chercher à atteindre l'objectif de devenir président de la République. Je terminerai en disant aujourd'hui que... Il est quand même inéligible. Hein. Excusez-moi? Il est aujourd'hui inéligible si les choses n'ont pas changé. Khalifa Sall n'est pas inéligible. Khalifa Sall est victime d'un système vicieux, c'est différent. Vous savez, aujourd'hui, c'est la nouvelle forme de coup d'État en Afrique. On tripatouille les constitutions et on prend les adversaires les plus sérieux, on les rend inéligibles, les autres on les exile. Et certains, on cherche à voir vaille que vaille comment faire pour qu'ils deviennent inéligibles le jour des élections. Vous avez tous vu ce qui s'est passé récemment avec le président Ousmane Sonko. On n'aurait jamais imaginé dans notre carrière politique vivre des bassesses de cette nature. Tout le monde sait que c'est un complot ourdi pour liquider un adversaire politique. Et heureusement que le peuple s'est levé et a compris. Barthélémy Diaz, on est allé très vite. Vous êtes notre homme de la semaine, donc l'invité du jury du dimanche, iRadio, iTV, imedia.sn. Une affaire de trafic de passeports diplomatiques défraie la chronique depuis quelques jours. 2 députés y sont cités, les députés de la majorité, et ils risquent de voir leur immunité parlementaire levée par l'Assemblée nationale. 2 activistes de Y'en a marre, Kilifeu et Simon, ont été arrêtés. Passeport Gate, Assemblée Gate, Y'en a marre Gate. Quelle réaction vous inspire ce présumé scandale? Bon, écoutez, d'abord, j'ai de la peine pour toutes ces personnes, parce que je considère que ce sont tous des pères de famille qui aujourd'hui sont au devant de la scène peut-être d'une façon assez particulière. Donc honnêtement, moi je ne me réjouis pas de certaines situations, parce que l'acharnement
médiatique, quand il tombe sur vous, je peux vous dire que ce n'est pas de gaieté de cœur que vous le vivez. Ceci étant dit, des fautes... Non, quand je parle d'un acharnement médiatique, ça veut dire qu'on se lève, on dirait qu'on est le seul citoyen dans le pays. On ne parle que de vous. Oui, quand on est activiste, député, bien sûr, toujours sous les feux des projecteurs, parfaitement. Pour que ça soit une bonne chose ou une mauvaise chose, on est forcément... Effectivement, mais vous savez, moi... Comment dirais-je, cité et suivi. Hein? Je regarde ce cas sous deux angles. Un premier angle, il y a tout de même des représentants du peuple sénégalais. C'est-à-dire qu'eux, ils n'ont aucune excuse. Je ne le dis pas parce qu'ils sont de la mouvance présidentielle. J'ai été député avec M. Biaï, que j'ai pratiqué pendant une législature. C'est quelqu'un pour qui j'ai beaucoup d'amitié et de considération. Donc je lui souhaite vraiment beaucoup de courage. Mais je considère qu'en tant que représentant du peuple, je l'ai été, c'est vrai que j'ai été membre du bureau de l'Assemblée, je ne peux pas croire, encore j'ai des difficultés à croire, qu'un député ait besoin de trafiquer pour avoir 1 ou 2 millions. Parce qu'un député a un salaire, il a des avantages. Les autres sont les activistes, des acteurs culturels aussi. Certaines personnes disent que ce sont des vieilles pratiques, mais ce n'est toujours pas une excuse. Parce que je considère que du moment où ils se mettent en avant et qu'ils incarnent une certaine posture, ils doivent aussi faire attention. Mais vous savez, Mamadou Ibra Kane, ce que j'aimerais vous dire aujourd'hui, c'est que le mal, il est plus profond que ça. Aujourd'hui, regardez ce qui se passe dans cette administration. Moi, on parle des passeports. Mais moi, j'ai un problème avec les impôts et les domaines. Parce que pour moi, c'est encore plus grave. Je vous donne un simple exemple. Pour parler de faux, nous avons été députés. Les députés ont droit, les législatures, on leur octroie des assiettes foncières, des parcelles de 150 mètres carrés. Le directeur des domaines de l'époque, qui s'appelait M. Diallo, nous notifie, nous, députés de l'Assemblée nationale, en disant que nous sommes attributaires de parcelles. La lettre est là, signée de sa main, Mamadou Diallo, où sur cette attribution, il met même le numéro de NICAD. Ça veut dire que dès que vous avez un numéro de NICAD sur une parcelle, cette parcelle existe. Ces attributions sont de fausses attributions. Ça veut dire qu'un directeur des domaines qui informe des députés du peuple qu'ils sont attributaires de parcelles sur la base de faux. Et je peux vous laisser cette lettre si vous voulez. Oui, et comment cette lettre, vous dites que c'est faux. Cette lettre, ça veut dire que l'objet, c'est attribution d'une parcelle de terrain. Oui. On me dit lot numéro tant de mètres carrés du domaine national. Oui. On me dit que moi, en tant qu'ancien député, la commission de contrôle des opérations domaniales, en date du 8 juin 2017, m'a attribué une parcelle de 400 mètres carrés à Bambilor. Et le numéro d'identification de cette parcelle, elle est là. Oui. Ce numéro est fictif, il n'existe pas. Il n'existe ni dans la base de données des impôts et domaines, et la parcelle n'existe pas. Voici où on en est dans ce pays. Aujourd'hui, le nouveau directeur, M. Diaw, nous envoie des correspondances, toujours nous de l'ancienne législature, en nous disant, bon maintenant, vous êtes attributaire de parcelles, mais plus de 400 mètres carrés, de 250 mètres carrés. Mais dans la lettre du nouveau directeur, il n'y a pas de numéro de NICAD. Ça veut dire que, vous m'excusez, il y a un groupe de fonctionnaires qui actuellement s'apprête à s'accaparer de 300 parcelles entre l'ancienne législature et la nouvelle. Alors, je peux donner d'autres exemples comme ça. On est au regret des fois de tirer sur la sonnette d'alarme parce que trop c'est trop. Ça veut dire que vous parlez de ce faux, mais regardez le niveau où nous nous trouvons et comment les gens s'amusent à vous envoyer des correspondances avec des en-têtes de l'État du Sénégal, des signatures et des cachets d'autorité de ce pays. Et au finish, tout ça, ça repose sur du faux. Alors, on peut continuer à parler de faux dans ce pays parce qu'il y a des faux médecins. Il y a des faux médecins, il y a de faux chirurgiens, il y a de faux professeurs. Tout est faux dans ce pays pendant qu'on y est. Faux journalistes, oui, on l'a dit et depuis très longtemps. Mais permettez que je m'arrête sur cette affaire de passeport diplomatique. Au regard de l'importance du passeport diplomatique, qui n'est délivré que par le ministre des Affaires étrangères, en étroite relation avec Monsieur le Président de la République, et au vu du profil de certaines des personnes impliquées, 2 députés que vous cherchez à défendre, pas du tout, et un mouvement citoyen influent, on peut supposer qu'il y ait eu des complicités au niveau de l'administration. Est-ce que c'est une hypothèse à laquelle vous croyez? Non, je n'y crois pas.
J'ai été député, j'étais détenteur d'un passeport diplomatique. À l'époque, mes enfants et mon épouse avaient droit à des passeports diplomatiques. Bon, mon épouse est de nationalité américaine, je n'ai jamais trouvé la nécessité de lui faire un passeport diplomatique. Mes enfants n'en avaient pas besoin pour voyager. Mais je me dis effectivement que quelqu'un animé d'un esprit tordu aurait pu dire « je vais prendre une certaine Fatou, je la déclare comme étant ma femme ». Je rappelle qu'ici, qu'il y a le mariage, il peut être traditionnel, il peut être civil. Et j'envoie ma correspondance par le biais du secrétariat général de l'Assemblée nationale pour dire que je me suis marié et mon épouse a droit à un passeport diplomatique. Et effectivement, ça passe comme lettre à la poste. Oui, sauf qu'ici, on parle de trafic de passeports diplomatiques. C'est ce qui est grave. C'est pour ça que je dis, on peut peut-être supposer qu'il y ait eu des complicités si ce scandale est avéré. Mais il semble qu'il soit avéré. Je voulais dire que le député, M. Biaï, oui. J'ai servi avec lui. Oui. Et on dit que ces pratiques remontent à notre législature, à nous. Il faut qu'on me dise combien de fois il a changé d'épouse. Si c'est le cas, si c'est comme ça que je l'ai compris. Et tout à l'heure, vous sembliez le défendre. Non, j'ai dit que l'homme que j'ai connu est un homme pour qui j'ai de la considération. Oui. Je tombe des nues, moi. Moi, je ne pouvais pas imaginer qu'un député... Oui. Moi, j'ai été député, j'avais un salaire de plus d'1 million, j'avais un passeport diplomatique, j'avais du carburant, j'avais un bureau, j'avais une voiture. En fait, j'avais 2 fois ce que chaque député avait une fois. J'étais membre du bureau. Je ne peux pas encore imaginer, moi, en tant que député, que quelqu'un m'invite dans un trafic de faux billets d'argent ou de trafic de passeports et que je vienne accepter votre offre. Oui. Parce que tout de même, il faut prendre en compte ces Sénégalaises et ces Sénégalais qui nous observent. Je peux peut-être vous faire une petite confidence. Moi, j'ai été le secrétaire général du mouvement national des jeunesses socialistes. Et tout le monde m'entend. À l'époque, on partait au festival de la Youzi, on partait partout, en France, en Autriche, partout. On avait droit à une 30aine d'invitations. Mais vous pensez que les gens ne nous ont jamais approchés ou sollicités pour qu'on vende des visas? Je leur ai dit, mais ce n'est pas imaginable. Moi, je m'oppose au président Abdoulaye Wade. Mais vous voulez qu'on vende des visas pour faire quoi? Pour de l'argent. Parce que vous savez, à un certain niveau de responsabilité, des gens passent par des amitiés, passent par des connaissances pour venir vous proposer des choses moyennant de l'argent. Mais c'est à vous de comprendre que, comme disent les Wolofs, doucetir. Vous ne pouvez pas vous permettre même d'imaginer de faire cela. Ça, c'est peut-être culturel, ça relève peut-être de l'éducation. Mais honnêtement, moi, j'ai été choqué par le trafic de visas à l'Assemblée. Oui. Et avant ça, il y avait le problème des phobies à l'Assemblée. Oui. Est-ce que vous souscrivez à une éventuelle procédure de levée de l'immunité parlementaire de ces 2 députés? Mais bien sûr, vous aussi. On est en République. Vous êtes favorable à cela? Je reviens à ce que j'ai dit. J'ai connu un homme qui s'appelle M. Biaï. J'ai servi avec lui pendant 5 ans. On n'a jamais eu de problème. Un homme courtois et disponible et serviable. Mais on vit en République. Ce passeport diplomatique est la propriété de l'État du Sénégal. Vous ne pouvez pas vous permettre de trafiquer sur des documents de cette nature et penser que vous n'avez aucun compte à rendre. Expliquez-nous, puisque vous avez bénéficié de passeports diplomatiques, comment ces documents sont délivrés aux députés? Ces documents sont délivrés aux députés. Bon, je dois d'abord dire que la première fois dans ma vie où j'ai eu un passeport diplomatique, je pense que j'avais 13 ou 14 ans, mon père était ministre. Et je me rappelle à l'époque, quand j'allais aux États-Unis pour étudier, on déposait les passeports diplomatiques au ministère des Affaires étrangères. Et ça passait par la valise diplomatique. Donc moi, je n'ai jamais eu à partir à l'ambassade des États-Unis pour obtenir un visa pour aller étudier. C'était comme ça avant. Mais il semble que les choses ont changé. Donc ici à l'Assemblée, on est arrivé à l'Assemblée, ils nous ont demandé d'envoyer nos documents, ils nous ont indiqué lesquels, et d'envoyer aussi ceux de nos épouses et de nos enfants mineurs. Je répète, de nos enfants mineurs. Moi, j'avais tous mes enfants mineurs. Mais je ne leur ai pas fait des passeports diplomatiques parce que je considérais qu'ils n'en avaient pas besoin. Ni eux, ni à mon épouse. Moi, j'ai eu un passeport diplomatique et j'ai toujours voyagé en quittant le Sénégal ou en rentrant au Sénégal par le salon d'honneur. Le jour où j'ai quitté l'Assemblée et que j'ai rendu mon passeport diplomatique, eh ben, je me suis pointé à l'aéroport, on m'a arrêté. On m'a dit que j'étais dans le système informatique, que je n'avais pas le droit de voyager. Et je rappelle que ça remontait à l'histoire de la fusillade. Et depuis l'histoire de la fusillade, le doyen des juges, jusqu'à présent, il m'a confisqué mon passeport sénégalais. Donc chaque fois que je sors du Sénégal, ou chaque fois que j'entre au Sénégal, je n'ose même plus voyager avec mes enfants parce que je suis systématiquement arrêté à l'aéroport.
Mon avocat, Maître Dambosiré Bathily, est au courant. Oui. Il a entamé toutes les démarches, mais jusqu'à présent, je suis systématiquement arrêté. C'est pour dire aujourd'hui que quand vous avez un passeport diplomatique, vous êtes du camp du pouvoir, ben là, vous êtes à l'aise. On vous laisse en paix. Dès que vous quittez l'autre camp, c'est ce que je vis présentement. On a compris donc que le passeport diplomatique peut être octroyé à tout député, majorité comme opposition. Il peut aussi être octroyé par le président de la République, par le Premier ministre ou par le ministre des Affaires étrangères sur des bases qui n'ont rien à voir avec les critères classiques. Oui, d'accord. Ici, là, je parle du député. D'accord, bien sûr, le député. La procédure, c'est comme ça, vous déposez vos documents au niveau du secrétariat général de l'Assemblée et vous avez votre passeport diplomatique. Et vous avez votre passeport. Mais n'oubliez pas, vos enfants mineurs ont droit à ce passeport et vos épouses, on a bien dit vos épouses au pluriel. C'est ça. Mais moi, ce que je ne peux pas comprendre, c'est qu'on me dise que ça date de notre législature. C'est-à-dire que combien de fois, c'est vrai que vous êtes libre de divorcer autant de fois que vous voulez et vous remarier, mais à un moment donné... Très bien. Je pense que les autorités du ministère des Affaires étrangères ou le secrétariat général de l'Assemblée nationale auraient dû être un peu plus vigilantes pour savoir pourquoi ce député, il divorce autant de fois ou bien il se remarie autant de fois. Alors, ce n'est pas la première fois qu'une affaire de trafic de passeport diplomatique défraie la chronique au Sénégal. C'est comme qui dirait à chaque régime son scandale de passeport diplomatique. Je vous ai dit tantôt que le passeport diplomatique peut être délivré sous différentes conditions et à différentes personnalités. Pendant l'apartheid, beaucoup d'autorités de l'ANC voyageaient à travers le monde avec des passeports diplomatiques sénégalais. Absolument. Sous Yasser Arafat, Nelson Mandela lui-même. Exactement. Sous Yasser Arafat, beaucoup d'autorités de l'OLP, l'Organisation pour la libération de la Palestine, le président Abdou Diouf leur avait accordé des passeports diplomatiques. Ils voyageaient avec des passeports diplomatiques sénégalais. Donc le passeport diplomatique sénégalais, ce n'est pas réservé exclusivement qu'aux autorités sénégalaises. On est bien d'accord, mais c'est quand il y a un trafic que ça pose problème. Mais je pense qu'il faudrait aujourd'hui revoir tout cela. Et je m'explique. Mon père, M. Jean-Paul Diaz, a été député avant moi. Mais quand mon père était député, il n'avait pas droit à un passeport diplomatique. Il avait droit à un passeport de service, parce qu'il partait en service. Je rappelle que le député qui voyage n'est pas un diplomate qui voyage. Bon, il faut qu'on se dise aussi des vérités. Vous ne pouvez pas aujourd'hui dire à un député que vous ne lui donnez pas un passeport diplomatique et pendant ce temps, excusez-moi, les 3/4 des chefs religieux de ce pays ont des passeports diplomatiques. Pour des raisons que tout le monde connaît. C'est-à-dire que si un chef religieux, je peux comprendre comme me disent le khalife général de telle confrérie, le cardinal, je suis d'accord. Mais si dans la confrérie, tout le monde a un passeport diplomatique, le député, il faut aussi considérer qu'il puisse avoir un passeport diplomatique. Mais un député qui voyage, il est en service. En réalité, dans une république qui se respecte, il a droit à un passeport de service et non un passeport diplomatique. Vous êtes pour une rationalisation du passeport diplomatique? Pour moi, le passeport diplomatique, il doit être détenu, hormis les diplomates, c'est pour les membres du gouvernement. Je peux comprendre aussi maintenant, nous sommes dans une réalité socio-culturelle, certains khalifes généraux, je peux comprendre le chef d'état-major général des forces armées, je peux comprendre les présidents d'institutions. Mais il ne faut pas déconner, on est 150 députés, à un moment donné, ça devient n'importe quoi. Barthélémy Diaz, activisme rime avec bonne gouvernance, en tout cas, combat pour la bonne gouvernance. Quand on voit des membres du mouvement Y en a marre cités dans cette affaire, cela vous inspire quelle réflexion? Je suis peiné, parce que ce sont des garçons pour qui j'ai énormément d'amitié. Et je ne vous cache pas, j'ai passé un coup de fil à mon jeune frère Kilifeu hier, pour Massouko, lui dire vraiment que je suis peiné, mais lui demander aussi d'avoir foi. C'est la vie. L'homme s'assume et assume. Ce sont des erreurs qui peuvent arriver à n'importe qui. On assume et on s'assume. Mais je lui ai fait part de mon amitié, parce que nous avons porté des combats ensemble. Et ce qui est arrivé me fait de la peine. Mais vous comprendrez que c'est très difficile de défendre certaines situations. C'est pourquoi je dis qu'il faut seulement assumer et s'assumer, mais avec sa foi en bandoulière, parce que c'est passager. Et la levée de l'immunité parlementaire, cela aurait pu être une procédure normale, sans qu'on ne crie au scandale. Pourquoi parfois, dès qu'on parle de levée de l'immunité parlementaire d'un député, notamment de l'opposition, ça doit faire scandale, ça doit faire du bruit? Mais Mamadou Ibra, en réalité, pour
les deux députés concernés par le trafic de passeports diplomatiques, il ne doit pas avoir de procédure de levée d'immunité. C'est du flagrant délit. Il faut qu'on se comprenne. Moi, j'ai vécu la procédure de levée d'immunité. À l'époque, des gens pensaient que je manquais de respect à la commission. J'ai dit non. Comment vous voulez appeler quelqu'un pour l'interroger sur la levée d'une immunité parlementaire le concernant, quand le concerné lui-même, en l'occurrence Barthélémy Diaz, vous a demandé respectueusement et poliment de lever son immunité. La fusillade qui s'est passée à la mairie de Mermoz-Sacré-Cœur s'est passée avant que je devienne député. Et je reviens à ce que j'ai dit. Je considère que j'ai été agressé. Donc, je n'ai pas besoin d'une immunité. Alors, on a voulu m'humilier à l'Assemblée en me disant qu'il faut que je vienne me présenter devant une commission, que je vienne en plénière pour me défendre. J'ai dit non. Vous ne pouvez pas être plus royaliste que le roi. Levez mon immunité parlementaire pour que je fasse face à la justice. Et jusqu'à l'heure où je vous parle, voici un dossier qui n'est pas vidé. Parce qu'on veut l'utiliser comme une épée de Damoclès et je ne l'accepterai pas. C'est pourquoi je disais tantôt, quand un député considère que cette levée d'immunité, elle est partisane, elle est clanique, elle est politicienne, il doit s'assumer. C'est pourquoi je dis que dans le cas du trafic des passeports diplomatiques, on est dans du flagrant délit. Et quand on parle de viol, on n'est pas dans le cas du flagrant délit. Parce qu'il n'y a jamais eu de viol. Et je l'ai déjà dit, il n'y a qu'un seul violeur au Sénégal, c'est celui qui viole la constitution du Sénégal. Et vous le connaissez et je le connais. La coalition Yewwi Askan Wi, on en parle. Une vingtaine de partis et de mouvements. On peut citer des leaders comme Ousmane Sonko, Khalifa Ababakar Sall, Serigne Moustapha Sy, Malick Gakou, Mansour Sy Djamil et d'autres et d'autres. Cette coalition est à peine portée sur les fonds baptismaux qu'une autre coalition dite électorale est constituée autour du PDS, Bokk Gis Gis, AJ/PADS, Congrès de la Renaissance démocratique et coalition Jotna. L'existence de trois pôles de l'opposition, si on ajoute celui créé par Bougane Gueye Dany, ne signifie-t-elle pas que la grande coalition annoncée n'est pas finalement au rendez-vous? Pas du tout. Ce n'est que la vitalité de la démocratie et un choc des ambitions. Mais le plus important, et c'est là où je souhaiterais mettre l'accent, c'est qu'on n'a pas le droit de servir aux Sénégalais des détails. Restons concentrés sur l'essentiel. Nous avons cherché à construire la plus grande coalition possible pour le bien des Sénégalais. Mais la réalité politique nous a conduits à cette situation que nous vivons présentement. Pour moi, ce sont les détails. Moi, j'encourage le président Abdoulaye Wade et ses alliés. J'encourage mon jeune frère Bougane Gueye Dany et ses alliés. Mais ils doivent tous comprendre, et nous aussi, que nous n'avons qu'un seul adversaire, c'est le président Macky Sall. Moi, je refuse de critiquer qui que ce soit qui se dit être opposant au président Macky Sall. J'aurais souhaité, et mon jeune frère Bougane Gueye Dany le sait, j'ai entendu ici un observateur de la scène politique dire que c'est Barthélémy Diaz qui s'est opposé à certaines choses et que le PDS... Non, le PDS... La dernière fois que j'ai parlé avec Karim Wade, ça remonte en 2017. Et c'était à la veille de la mise en place de la coalition pour les élections législatives, où au finish, on s'est retrouvé avec Khalifa Sall, tête de liste de Manko Taxawu Sénégal et le PDS avec sa coalition Manko Wattu Sénégal. Karim Wade sait très bien ce qui s'est passé et moi, je sais ce qui s'est passé. Le reste n'est pas important. Dites-nous. C'est pas important parce que c'est du passé. Ce que je sais. Oui, le passé, mais on voit qu'on est rattrapé par le passé quand on voit la configuration des choses aujourd'hui. Je peux vous dire parce qu'en 2010, oui. Je peux vous dire que Abdoulaye Wade, oui. Je reste convaincu que s'il était le seul aux commandes, parce qu'Abdoulaye Wade reste un homme politique et pur et dur, si Abdoulaye Wade était aux commandes, je crois qu'on serait ensemble. C'est tout ce que je peux dire. Je ne veux pas aller trop loin, mais ça, je le dois. Parce que Abdoulaye Wade n'est pas aux commandes du PDS aujourd'hui. Non, Abdoulaye Wade n'est pas aux commandes, je suis désolé. Qui est aux commandes? C'est pas important, je ne suis pas du PDS. Je leur souhaite bon vent. Parce qu'on ne peut pas parler de politique. Oui, vous avez cité Abdoulaye Wade et le courage de vos idées. Est-ce que ce serait Karim Wade? Non, le courage de mes idées, vous savez, quand on parle de courage dans ce pays, je n'ai plus rien à prouver. Je dis seulement par devoir de responsabilité et de vérité aux Sénégalais. On ne peut pas dire qu'on s'oppose à Macky Sall et on pense à autre chose qu'à s'opposer à Macky Sall. Parce que je reviens à ce que j'ai déjà dit, on n'est pas là pour faire rayonner qui que ce soit ou faire briller qui que ce soit, y compris Khalifa Sall et Ousmane Sonko. Ce sont des leaders de partis politiques. Ils ont leur appareil politique, ils vont se battre pour pouvoir exister.
quiconque veut exister au Sénégal, qui doit comprendre que le combat se passe au Sénégal. Et il faut être au Sénégal et se battre au Sénégal. Mais il faut qu'on se comprenne, on est en politique. Nous avons en face de nous un adversaire. C'est le président Macky Sall et son régime. Faisons leur face. Que vous soyez de la coalition Gëm Sa Bopp, que vous soyez de la coalition du PDS, que vous soyez de la grande coalition Yewwi Askan Wi, nous devons tous nous donner la main pour faire face au président Macky Sall, qui aujourd'hui cherche à briguer un troisième mandat. Et ces élections locales constituent pour nous le premier tour de l'élection présidentielle. Très bien, mais petite parenthèse, puisque vous avez parlé de Bougane Gueye Dany, on vous avait dit, on vous a cité. Qu'avez-vous fait à propos de Bougane Gueye Dany, qui s'est retiré de la coalition Yewwi Askan Wi? Non, mais j'ai fait tout ce que j'ai pu pour garder Bougane. Pour qu'il ne parte pas. Bien sûr, parce que c'est comme mon ami Thierno Bocoum. Jusqu'à présent, je considère que nous devons être en mesure de nous donner la main, mais parce que, écoutez, Mamadou Ibra, oui. Bougane a dit qu'il est opposant. Moi, je le crois. Oui. Thierno m'a dit, je suis opposant, je le crois. Moi, Barthélémy Diaz, je suis opposant. Mais nous devons être en mesure de nous opposer à Macky Sall. C'est pas compliqué. Le passé permet de comprendre le présent. À la veille des législatives de 2017, l'opposition d'aujourd'hui, qui était à peu près celle d'hier, était partie presque pour avoir une liste commune. Les choses n'ont pas pu se faire et on sait le fin mot de l'histoire parce que Abdoulaye Wade voulait diriger la liste de l'opposition. Khalifa Sall n'était pas de cet avis. Il était encore en prison. Est-ce qu'on n'est pas en train d'assister à un remake et peut-être encore un goût amer au lendemain de ces élections locales du 23 janvier 2022, goût amer pour l'opposition que vous êtes? Non, honnêtement, à la décharge du président Abdoulaye Wade, et par respect au président Abdoulaye Wade, je me dois de dire la vérité aux Sénégalais. Le président Abdoulaye Wade n'a été impliqué ni de près ni de loin à l'implosion de la coalition de 2017. Karim Wade m'entend. J'ai discuté avec lui pendant 72 heures au téléphone. Lui, il sait ce qui s'est passé. Moi, je sais ce qui s'est passé. Le reste, ce n'est pas important. Vous n'avez qu'à le dire si vous avez une autre version. Mais parce que Khalifa Sall, aussi à sa décharge, il était en prison. Moi, Khalifa Sall m'a fait contacter, j'étais à Paris, pour me faire dire que lui n'est pas candidat à la tête de liste. Et que tête de liste ne doit pas aujourd'hui être le moteur de cette implosion. C'est moi qui me suis opposé par principe. J'ai demandé à Karim Wade de me dire est-ce que lui, il était candidat. Il m'a dit non. Je lui ai demandé est-ce que son père était candidat. Il m'a dit non. Je lui ai fait comprendre que Khalifa Sall était en prison et qu'on voulait faire de lui une tête de liste pour la symbolique. Au même titre qu'au moment où je lui parlais, le PDS avait fait de lui, pour la symbolique, un candidat à l'élection présidentielle, sachant qu'il n'était pas éligible. Mais ça, si Karim Wade me dit être un homme politique et qui n'est pas en mesure de comprendre cela, que voulez-vous que je vous dise? Toujours est-il qu'il y a eu deux listes, l'une dirigée par Abdoulaye Wade, ancien président de la République, l'autre par Khalifa Sall, ancien maire de Dakar, qui était emprisonné. Mais je vous explique. C'est ça les faits. Je vous explique. Ce sont les faits. Oui. Mais dans la réalité, le président Abdoulaye Wade n'était pas supposé être sur les listes. Résumé, Oumar Sarr, qui est aujourd'hui dans la mouvance présidentielle, il peut confirmer ou infirmer ce que je dis. Je préfère ne pas aller trop loin parce que j'ai déjà dit que servir au Sénégalais des détails, pour moi, ce n'est pas important. C'est important. L'histoire politique du Sénégal est importante. Résumé, Barthélémy Diaz et Karim Wade ont saboté la liste commune qui était annoncée. Pas du tout. On peut le dire comme ça. Barthélémy Diaz s'est battu pour que Khalifa Sall soit député pour le faire sortir de prison. Et comme vous me poussez à parler, je vais parler un peu. Voilà, d'accord. Khalifa Sall, député à l'Assemblée nationale, on a eu gain de cause à la CEDEAO ou pas? Ça, Karim Wade pouvait le comprendre ou pas? Ça s'appelle de la générosité politique. Mais une fois que tout ça s'est passé, qui était le député le plus ancien qui devait installer l'Assemblée nationale et qui aurait pu exiger la présence de Khalifa Sall? Ce député s'appelait Abdoulaye Wade. Est-ce qu'il est venu siéger pour exiger la présence de Khalifa Sall? Vous pouvez parler de l'histoire, mais parlons de l'histoire. Parce que si c'était son fils Abdoulaye Wade, si c'était Karim Wade, il aurait siégé ou il n'aurait pas siégé? Je ne sais pas. Bon, donc, comme j'ai déjà dit aujourd'hui, donne-moi langue au chat. Je pense aujourd'hui que nous devons comprendre que nous avons tous des ambitions. Moi, je respecte aujourd'hui l'ambition du PDS qui est de revenir au pouvoir. Je la comprends parfaitement et elle est légitime. Je comprends à la limite même le vœu du président Abdoulaye Wade qui considère que le PDS doit exercer le pouvoir pendant 50 ans.
mais laissez aux Sénégalais le soin de décider s'ils sont d'accord ou pas. Pour l'instant, si nous avons décidé de nous opposer au président Macky Sall, nous devons être en mesure de prendre de la hauteur et d'avoir de la tenue et de la retenue. C'est tout. Pour l'intérêt de ce peuple. Très bien. Vous ne craignez pas qu'il y ait un gloria parmi les leaders de l'opposition aujourd'hui qui pourrait rejoindre le camp présidentiel? Les Sénégalais observent. Et je vous dis que ce peuple est déterminé à se débarrasser de ce régime. Ils observent. Et Mamadou, je vais rajouter une chose. Les Sénégalais ont compris beaucoup plus que ce qu'on pense qu'ils ont compris. Faites attention. Qu'est-ce qu'ils ont compris? Ils ont tout compris. C'est-à-dire? Ils ont tout compris. Très bien. Ils ont compris les rencontres nocturnes. Ils ont tout compris. Ils ont tout compris. Il y a des rencontres nocturnes. Mais il y a tout, et vous le savez, vous aussi. Ah ben non. Ah, mais comment vous croyez qu'on est arrivé au dernier gouvernement? Avec Mbourou Akso, ils attendent Gloria. Oui, maintenant on attend Gloria. On attend vous Gloria. avez identifié Gloria? Ah, mais c'est que vous savez, Gloria, le pot est là. L'étiquette de Gloria est sur le pot. Il reste que le contenu. Oui. J'espère qu'on ne leur mettra pas de l'eau et du savon. Ça serait encore une escroquerie politique. Il n'y aura pas de Gloria. Même s'il y a du Gloria, il ne sera pas sucré. Ah oui. Non, parce que le régime est terminé. Le troisième mandat, il est banni au Sénégal. Et ce Mbourou Akso qu'on veut mettre avec du Gloria, c'est pour le troisième mandat. Mais on n'a qu'à regarder ce qui s'est passé en Guinée. Hein. Oui. Si Très bien. On va arriver à la Guinée. Si vous volez des élections, on volera votre mandat. On va arriver à la Guinée. Le Gloria peut vous rassembler, non? Vous rassemblez, Barthélémy, non? Non, vous inquiétez pas. Vous savez, nous, à la limite, on est allergiques. Il peut être de teint clair ou en tout cas teint mi-clair, mi... Je vous rassure. Vous savez, Mamadou Ibre, dans la vie, il y a des épreuves, quand vous les traversez et vous les vivez, il y a des choses qui ne sont plus imaginables. Très bien. Peut-être Khalifa Sall a une personnalité assez particulière qui lui permet à la limite même de recevoir des condoléances chez lui d'un homme qui a comploté contre lui, un homme qui a cherché à l'humilier. Mais moi, je ne suis pas de cette culture. Je vous dis, moi, je refuse de m'asseoir avec Macky Sall, un point et c'est tout. Vous n'auriez pas reçu le président Macky Sall pour des condoléances si vous étiez Khalifa Sall? Jamais de la vie. Vous avez fait le reproche à Khalifa Sall? Non, je n'ai pas besoin de lui faire le reproche. C'est lui qui avait perdu sa mère. Très bien. Voilà, donc, vous venez de lui faire le reproche? Non, j'ai seulement dit que je ne le ferai pas. Très bien. Parce que je considère que Macky Sall n'est pas venu pour présenter des condoléances sincères et attristées. Au contraire, il est venu faire son cirque. Quels sont les idéaux que partagent les partis et organisations membres de Yewwi Askan Wi, puisque vous êtes là au nom de la coalition dirigée par Khalifa Sall? Quels sont les idéaux que partagent Khalifa Sall et Ousmane Sonko, par exemple? Nous partageons d'abord un principe commun. C'est la consolidation des acquis démocratiques, qui sont totalement remis en cause. On ne peut pas être dans un pays, je l'avais dit au sortir de l'élection présidentielle. Même sur votre plateau ici, je l'ai dit. À l'époque, vous me disiez que mes propos n'étaient pas sérieux. Je me rappelle de votre réaction. Je vous ai dit que le président Macky Sall a pour objectif de n'organiser aucune élection dans ce pays. Aucune. Jusqu'en 2024. Ouais. Mais vous savez, le bon Dieu, dans sa bonté, nous a amené le mois de mars dernier. Et ce mois de mars dernier, malheureusement, vous savez, quand un régime fait appel à l'armée, c'est que le pouvoir est dans la rue. Donc, ça a ramené le président Macky Sall à la réalité, à la raison. Aujourd'hui, il semble qu'on veuille aussi lancer des ballons de sonde pour dire qu'il se peut que le président ne va pas organiser d'élections. Il les organisera, parce qu'on est décidé à ce qu'il les organise. Et je crois que le président Macky Sall, et surtout son ministre de l'Intérieur, n'ont pas une idée du niveau d'engagement de la classe politique à les faire partir, de la façon la plus démocratique possible, ça veut dire à travers les élections. Si on ne leur offre pas cette opportunité ou cette voie, le président Macky Sall doit comprendre que le travail qui n'a pas été terminé au mois de mars, ce travail sera terminé. Parce que ce pays, une fois de plus, est une république. 2019, que le président Macky Sall s'est accaparé d'un second mandat de façon antidémocratique. 2020, 2021. On s'apprête à rentrer en 2022. Il n'a organisé aucune élection dans ce pays. Aucune. Justement, il y a une question de Isma Chertidianka. Je reviendrai sur les idéaux partagés entre Khalifa Sall et Ousmane Sonko. Il dit, Monsieur Diaz, ma question est quelle sera votre position en cas de couplage des élections locales et législatives en 2024, année prévue pour l'élection présidentielle en tant qu'opposant? Je ne serai pas là, moi, pour vivre ça. Je vous dis que je ne sortirai pas, moi, de 2022 sans élection avec Macky Sall. Il n'en est pas question. Je ne serai pas le seul. Janvier 2022 local, juillet 2022 législative. C'est tout. Il ne faut pas qu'on vienne nous dire qu'on menace des gens. On ne menace personne. Nous vivons dans une république. C'est ce qu'on a tous choisi.
Dans cette République, il y a des lois qui régissent cette République. Ces lois s'appliquent à tous, y compris au président Macky Sall. Moi, Barthélémy Diaz, je ne serai pas là en 2024 pour attendre Macky Sall couper les élections. Je ne le ferai pas. Ou bien, lui, il partira avant ça, ou bien, nous, on verra comment s'organiser. Mais il n'est pas question de laisser Macky Sall se mettre là à faire ce qu'il veut, non. Oumar Ly, est-ce que c'est une coalition pour Yewwi Askan Wi ou plutôt une coalition pour Yewwi Sen Bopp? Car les initiateurs de cette coalition ont des dossiers pendants devant la justice. Lui, il aurait peut-être pu demander à Kouthia s'il n'a pas de place sur son plateau, avec tout le respect que je lui dois. Oui, Kouthia n'est pas seulement amusant, mais c'est un grand éditorialiste. Ben, je l'adore et je l'apprécie, c'est pourquoi je dis qu'il aurait fait un bon boulot avec Kouthia. Bon, très bien, vous ne voulez pas répondre à la question? Non, mais parce que ce qu'on a dit, c'est très clair. On a dit qu'on appelle à libérer le peuple sénégalais. Vous pensez que quand 13 Sénégalais ont perdu la vie il y a quelques mois de cela, vous croyez que nous sommes là pour nous amuser? Personne n'a de dossier pendant devant la justice. Nous sommes dans une république où aujourd'hui on a un régime qui cherche à liquider les adversaires politiques. Vous n'allez trouver personne, y compris à l'APR, personne ne croit aux accusations qui sont portées contre Ousmane Sonko, leader du PASTEF. Personne n'y croit. Y compris les responsables de l'APR, tellement c'est gros. Il faut respecter les gens. La vie privée des gens, c'est leur vie privée. Mais aller accuser des gens d'être des violeurs, ça c'est franchement méchant et à la limite c'est irréfléchi. Si, pour rappeler quand même les faits, chacun ayant le droit de les interpréter, c'est que c'est une jeune fille qui accuse Ousmane Sonko de viol. Elle s'appelle Adji Sarr. Un régime qui s'est permis d'exploiter la misère d'une jeune fille désœuvrée, désabusée, pour chercher à atteindre un homme politique qui aujourd'hui est l'un des plus sérieux candidats à l'élection présidentielle face à Macky Sall, pour ne pas dire le plus sérieux, au vu de ce qu'ils ont fait à Karim Meïssa Wade et à Khalifa Sall. Pour l'instant, à l'heure où nous parlons. Ça veut dire que s'il y avait des élections lundi matin, je pense que certains sont pour l'instant inéligibles. D'autres, pour l'instant, même si on veut les rendre inéligibles, ils sont pour l'instant éligibles et électeurs. Oui. Et moi, vous savez, pour faire partir Macky Sall, je ne ménagerai aucun effort. Qui accepterait entre l'un et l'autre, Lequel et lequel? Ousmane Sonko et Khalifa Sall, de se ranger derrière l'autre? Il ne s'agit pas de se ranger, il s'agit de laisser les uns et les autres À compétir. une élection présidentielle. Non, il s'agit de laisser les uns et les autres compétir. Vous êtes pour que tous les deux soient candidats le Mais moment tout le venu? monde doit compétir, y compris Karim Wade. Y compris Karim Wade. C'est pourquoi Karim Wade... Quel est le but recherché ici, en le disant? Non, il y a pas de... je ne cherche pas de but. Oui. Vous savez, moi, je ne suis pas sur une piste de mannequinat. Je cherche à faire plaisir à personne. Je dis les choses telles que je les conçois et telles que je les vis. Je dis y compris Karim Wade. C'est pourquoi, à l'entame de mon propos, j'ai dit que la politique, on l'a fait au Sénégal. On veut diriger le Sénégal, on vient au Sénégal. On veut défendre les Sénégalais, on vient se battre avec les Sénégalais au Sénégal. Autrement dit, ça veut dire que Karim Wade doit rentrer au Sénégal. C'est aussi simple que ça. Il y a une contrainte par corps. Quelle contrainte par corps? Qui est là, non? Quelle contrainte par corps? C'est encore un complot contre Karim Wade, c'est tout. Il doit prendre son courage à deux mains, assumer et s'assumer. C'est tout. Son père à lui, Karim Wade. Personne au Sénégal, aucun acteur politique n'a fait autant de séjours carcéraux qu'Abdoulaye Wade. Il est devenu président de la République du Sénégal. Parce que le président Abdoulaye Wade, il s'est assumé et il savait aussi assumer. La mairie de Mermoz, Barthélémy Diaz, quel est votre bilan? Alors, c'est une très bonne question, mais je serais peut-être un peu mal placé pour parler de mon bilan. Oui. Mais je pense que les populations savent apprécier à leur juste valeur. Ce que je peux seulement dire, c'est que les résultats là, vont confirmer si on a eu un bilan ou pas. Mais ceci étant dit, je reconnais, en toute humilité, que j'aurais pu faire encore mieux. Je reconnais. Mais vous savez... Qu'est-ce que vous n'avez pas pu faire, par exemple? Écoutez, actuellement, je vous donne un simple exemple. Avec l'acte 3 de la décentralisation, présentement, qui nous a conféré des recettes, on nous a retiré ces recettes. Et pourtant, j'ai communiqué là-dessus. Personne ne s'est permis même de vouloir creuser pour savoir ce qu'il y avait derrière comment dirais-je encore, cette information. Ça veut dire que quand un régime arrive jusqu'à combattre une ville, imaginez-vous Dakar, pour combattre Khalifa Sall, imaginez-vous, on s'amuse à nous combattre sur la place de l'Indépendance, sur la place de l'Obélisque, sur l'emprunt obligataire. On nous a même combattu jusqu'à nous combattre dans les ordures. Vous imaginez? Dans les poubelles. On nous a suivis jusqu'à dans les poubelles pour aller créer UCG. Ça veut dire que quand un État descend à ce niveau de bassesse pour combattre un acteur politique, c'est très compliqué. Parce que... Il semble avoir entendu Khalifa Sall dire les ordures, c'est de l'ordure. Oui.
Parce que c'est 10 milliards. Donc les poubelles, c'est important, non? Oui, mais les poubelles, vous connaissez une ville au monde qui se respecte, qui ne gère pas ses poubelles? Vous voyez-vous le président Macron se lever et décider qu'il va s'occuper des poubelles de Paris? Les poubelles de Paris, c'est pour la mairie de Paris. C'est classique. Djiby Sam vous pose une question assez intéressante. Elle peut amuser, mais je la trouve intéressante. En tant que maire du président Macky Sall à Mermoz, parce que le chef de l'État habite là-bas, avez-vous bénéficié de faveurs spéciales pour la bonne marche de votre mairie? Le président Macky Sall est le type de citoyen que vous n'avez même pas envie d'avoir dans votre commune. Demandez-lui de vous sortir sa déclaration de foncier bâti, sa taxe sur les ordures ménagères. Alors, le président Macky Sall, un jour, on me demande pourquoi vous n'avez pas accueilli le président Macky Sall. C'était, je crois, au niveau de Mermoz. On me demande pourquoi je ne l'ai pas accueilli. Je demande pourquoi je dois l'accueillir. On me dit, oui, vous devez accueillir le président de la République. Je dis, quand un président de la République se permet de combattre son maire, je lui rappelle qu'au même titre qu'il a été élu au suffrage universel direct, j'ai été élu au même titre au suffrage universel direct et non nommé. Donc, je considère que le respect, il est réciproque. Si M. Macky Sall me respecte, je le respecte. Et comme M. Macky Sall a décidé qu'il ne me respecte pas, j'ai décidé aussi de ne pas le respecter. C'est aussi simple que ça. Je n'accueille pas le président Macky Sall. Je ne considère pas que le président Macky Sall habite dans ma commune. Je sais qu'à Mermoz, il y a un homme qui s'appelle Macky Sall qui habite quelque part dans Mermoz, mais c'est tout. C'est votre mairie. C'est ma mairie, mais je peux vous dire que... Il est votre administré. Je peux vous dire qu'on a vécu beaucoup de moments dans cette mairie, des moments du Covid. Nous avons vécu énormément dans cette commune. Il y a des citoyens lambda qui nous ont toujours soutenus, accompagnés. Le président Macky Sall ne comprend pas que veut dire l'État. Parce que ce n'est pas un homme d'État, c'est un homme de détail et d'étape. En tant que chef d'État, il annonce un audit pour faire la lumière sur l'argent dépensé dans la lutte contre les inondations. Le plan décennal est d'un montant de plus de 700 milliards de francs CFA. Vous allez m'excuser, le président Macky Sall ne croit même pas en ce qu'il dit. Quand il parle d'auditer les fonds liés à la lutte contre les inondations. Demandez au président Macky Sall depuis combien de décennies il fricote avec des fonds liés aux inondations. Demandez au président Macky Sall, quand il est entré au gouvernement, il a commencé à quel poste? Vous pouvez vérifier. Il était où en 2001, le président Macky Sall? Il occupait quel poste? Il était où en 2002? Il occupait quel poste? Demandez-lui de vous raconter son histoire avec les inondations. Vous pensez franchement que dans une république qui se respecte, vous allez mettre 700 milliards pour lutter contre les inondations et ne pas régler le problème? Mais je vais vous dire ce qu'il y a de plus grave, Mamadou Ibra. Ma génération, des gens comme moi, qui nous n'avons pas les moyens d'acheter des maisons à Dakar, parce qu'on parle de 300 000 francs le mètre carré et plus. On nous amène dans les nouvelles villes, Diamniadio, Bambilor, Keur Massar, et j'en passe. On est en train de construire des cités sans aucun assainissement. Vous commencez de Keur Ndiaïlo, vous allez jusqu'à Bayar, vous passez partout, par Ndiakhirat, par Sangalkam, par Noflay, par Gorom, partout, tous les programmes de la Caisse de dépôt et de consignation, les programmes Telium, tous ces programmes sont aujourd'hui construits sans aucun assainissement. Alors, où se trouve la responsabilité de l'État qui délivre les permis de lotir, qui donne les papiers pour pouvoir avoir accès à l'électricité, à l'eau, et j'en passe. Mais où se trouve l'assainissement? Après, on vient maintenant nous dire que oui, s'il vous plaît, on vient après nous dire que maintenant, on va dégager des centaines de milliards pour lutter contre des inondations qu'on a créées de la façon la plus subtile possible. Un audit, une inspection pourrait nous permettre de savoir comment l'argent a été utilisé. D'où la décision du président de la République. L'argent n'a pas été utilisé pour les inondations, vous le savez, je le sais. Ah non, mais moi je ne peux pas le dire. Mais je vous dis que 700 milliards qui ne règlent pas un problème, ils ont été bouffés. C'est tout. On n'a pas besoin de faire Sciences Po pour le comprendre. La preuve. La preuve, je vais vous dire une chose. Vous savez, quand votre frère est indexé dans le pétrole et le gaz à hauteur de 4 000 milliards, vous vous organisez pour qu'il n'y ait pas de procès, mais qu'il soit blanchi. Ne venez pas nous pomper l'existence avec des histoires de vous allez auditer. Vous allez auditer quoi? Qu'est-ce que vous allez auditer? Vous êtes dans les inondations depuis plus de 20 ans, vous, Macky Sall. Je vous ai dit, revisitez le parcours de Macky Sall. Macky Sall est peut-être aujourd'hui l'une des personnes dans ce pays les plus informées sur le dossier des inondations. 700 milliards, c'était le budget du Sénégal quand le président Abdou Diouf quittait le pouvoir en 2000.
Le budget de ce pays était de 686 milliards. Ça veut dire que c'est comme si on prenait le budget de ce pays il y a 20 ans, on le mettait que dans une seule problématique et on n'arrive pas à la résoudre. Quand même changé. On est aujourd'hui à un budget de plus de 4 000 milliards. Oui. Et 700 milliards, c'est pour un programme décennal 2012-2022. Je vous parle aujourd'hui du nouveau Dakar, Mamadou Ibra. Le nouveau Dakar, c'est plus de 20 000 logements, sans aucun assainissement. Qu'est-ce que vous en dites? Le nouveau Dakar, de Keur Ndiaye-Lo jusqu'à Bayard, toutes les cités, cité Cyprès, cité Télium, et j'en passe, CDC, et j'en passe. Aucun assainissement. Si où est l'État? C'est inacceptable. Où est l'État? D'accord. Oui, l'État avec des maires aussi qui octroient des terres. Non, les maires, s'il vous plaît, j'arrive. Parce que l'État, c'est un tout. J'arrive, s'il vous plaît. Parce que vous savez, les maires en milieu urbain et en milieu rural, ce n'est pas la même chose. Mais je veux vous dire une chose. Les maires, ce n'est pas eux qui font les lotissements aujourd'hui de l'État. Je vous dis, allez regarder ce qui se passe dans le département de Rufisque. Ils sont en train de construire une bombe à retardement. Coup d'État donc en Guinée contre le président Alpha Condé. Il n'aura fait finalement que même pas une année sur les 5 de son 3e mandat. Quelle signification revêt ce putsch de septembre en Guinée voisine? Ce n'est pas un coup d'État, c'est un retour à l'ordre constitutionnel. Et je profite de votre tribune. Mamadi Doumbouya, qui était à la tête des forces spéciales, a pris le pouvoir. Et le président Condé a été capturé. Je profite de votre tribune pour lancer un appel au président Mamadi Doumbouya. D'abord, qu'il comprenne que le pouvoir doit être exercé de la façon la plus démocratique possible. Mais aujourd'hui, il n'y a plus d'institution en Guinée, il n'y en a plus. Et on l'appelle président. Mais parce que c'est le président. Alpha Condé s'était autoproclamé président. Il n'avait même pas droit à la candidature. C'est ça la vérité. Je reviens à ce que j'ai dit, et je l'ai répété partout, et je le dis depuis au moins 3 ans. Je dis que les coups d'État militaires en Afrique, tels que nous on les connaît, tels que nous on avait à le vivre dans les années 80, même dans les années 90, on ne pouvait pas rester 3 mois sans entendre un coup d'État quelque part en Afrique. Toujours en Afrique. Mais quand l'Occident a décidé de ne plus reconnaître de gouvernement issu de coups d'État militaires, les coups d'État militaires ont cessé. Ils ont cessé. Mais aujourd'hui, la nouvelle forme de coup d'État, ce sont des tripatouillages constitutionnels pour obtenir des mandats indéfinis. Ce n'est pas acceptable. Donc, je rejoins le président George Weah qui s'est concentré sur l'essentiel et a dit l'essentiel. Que la CEDEAO arrête d'être un conglomérat de chefs d'État amortis et qu'elle accepte d'être une organisation au service des peuples africains. Vous pensez que c'est sérieux aujourd'hui que la CEDEAO refuse de se prononcer sur des tripatouillages constitutionnels qui sont source de tensions et de violence? Plutôt, elle et la CEDEAO ont pris la décision de suspendre la Guinée de leurs instances jusqu'au retour à l'ordre constitutionnel. Je vais vous dire une chose. Nous soutenons l'armée guinéenne, nous soutenons le peuple guinéen. Et je vais vous dire une autre chose. Si j'étais aujourd'hui le président Mamadi Doumbouya, je ne recevrais pas la CEDEAO à Conakry. Ou s'ils arrivent à Conakry, ils seraient reçus par mon second. Parce qu'il faut savoir raison garder. La CEDEAO qui veut que le président Condé soit libéré et éventuellement qu'il parte dans un autre pays. Ben, le président Condé, vous pensez qu'il doit être libéré, vous le croyez-vous? Je vous pose la question. Je crois qu'il doit être traduit en justice, puni et condamné. Pourquoi? Mais parce qu'il y a eu plus de 300 morts pour qu'il puisse s'installer pour le 3e mandat. Plus de 300 morts. Aujourd'hui, le président Hissène Habré, pourquoi on ne l'a pas libéré lui? Pourquoi on ne l'a pas libéré Hissène Habré? Il est mort en prison à Dakar. Alors, pourquoi est-ce que Hissène Habré est mort en prison à Dakar et on doit libérer Alpha Condé? Ça veut dire quoi cette histoire? Ce coup d'État en Guinée relance le débat sur la limitation du nombre de mandats présidentiels. Vous en faisiez allusion tout à l'heure. Quel est votre avis là-dessus? Mais tout le monde sait que c'est anormal, c'est antidémocratique, c'est anticonstitutionnel. Même si on arrive à trouver des astuces avec des tailleurs constitutionnels pour mettre dans la Constitution la possibilité de briguer un 3e mandat, c'est immoral. C'est tout. C'est une question de décence et de culture et de tenue. Mais de tenue, justement. Est-ce que la tenue et la retenue ne devraient pas amener un opposant qui peut être président demain? Parce que le destin d'un opposant, c'est d'être président. Oui. Et comme l'inverse est valable de président à opposant. Est-ce que la tenue et la retenue ne devraient pas amener un opposant à ne pas bénir un coup d'État? Je vous ai dit qu'il n'y a pas de coup d'État en Guinée.
il y a un retour à l'ordre constitutionnel. Maintenant, cet ordre constitutionnel... On parle de la Guinée, on parle du Mali, il n'y a pas eu de coup d'État au Mali. D'autres pays. Il n'y a pas eu de coup d'État au Mali. Regardez ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. On s'est organisé aujourd'hui pour prendre Guillaume Soro et l'exiler en voulant faire croire au monde entier que Guillaume Soro, il est infréquentable. Et pourtant, cet homme-là a été votre président de l'Assemblée nationale. Il a été votre premier ministre. Vous dites alors des coups d'État partout en Afrique, tant qu'on parlera de troisième mandat. Vous savez, je sais qu'il m'écoute. Je n'ai pas envie de donner mon point de vue. Oui. Mais j'ai déjà dit que je pense que j'ai raté moi ma carrière. Oui. Moi, Barthélémy Dias, je pense que j'ai raté ma vocation. C'est-à-dire? Si c'était à refaire, je serais militaire au Sénégal. Et putschiste? Non, peut-être pas putschiste, mais je serais militaire. C'est tout ce que j'ai à dire. Parce que je vais vous dire une chose. Ce qui se passe actuellement sur le continent africain ne peut pas continuer à prospérer. Ça ne peut pas continuer. On ne peut pas ramener l'Afrique 30, 40 ans en arrière au nom de la bêtise d'État. Vous pensez qu'Alpha Condé ou vous pensez que IBK, ils ont brigué un troisième mandat pour servir leur peuple? Ou se servir? Parlons du Sénégal. Vous avez dit il y a quelques mois, vous, Barthélémy Dias, la constitution du Sénégal parle de mandat de 5 ans et non de 7 ans, faisant allusion à l'article 27. La constitution de mars 2016 ne tient pas compte du mandat de 7 ans, des mandats de 2019 à 2024 et 2024-2029. Et vous ajoutez, on savait à l'époque qu'Abdoulaye Wade avait droit à un troisième mandat. Je viens de vous dire que vous pouvez avoir des tailleurs constitutionnels. Je viens de vous dire que vous pouvez introduire dans la Constitution la possibilité de briguer un troisième, un quatrième et un cinquième mandat. C'est votre droit. Mais je reviens à ce que j'ai dit. C'est anticonstitutionnel. C'est immoral. Le président Macky Sall a-t-il dit lui-même qu'il n'a pas droit à un troisième mandat, oui ou non? Il l'a dit. Il l'a dit. Bon, maintenant qu'il l'introduise... Et vous avez tenu vos propos. J'arrive, s'il vous plaît. Alors que vous saviez qu'il avait également dit ce qu'il a dit. Mais moi, je vous ai dit dans quel contexte que je l'ai dit. Je l'ai dit parce qu'on était à la veille d'un référendum. Et après, on est sorti d'un référendum. Nous, on a fait appeler à voter non. Et en demandant aux gens de voter non, c'était pour ne même pas lui permettre d'avoir cette possibilité d'interprétation. Cette possibilité sera exploitée par certains de ses spires. Mais il doit comprendre les retombées et les conséquences d'un acte qui peut être posé en direction de la recherche d'un troisième mandat. Ça, si le président Macky Sall le fait aujourd'hui, il prendra sur lui l'entière responsabilité de déstabiliser ce pays. Et je lui déconseille. Parce que je considère qu'un temps soit peu, il peut encore quitter par la grande porte. Barthélémy Dias était l'invité de ce jury du dimanche, présenté par Mahmoud Ibra Kane, iRadio, la première radiovision du Sénégal, ITV, votre chaîne de télévision préférée, et votre site immedia.sn que vous adorez lire, au texte Babacar Fall, à la photo Pape Doudou Diallo, réseaux sociaux Biram Pouy, Fatima Taba. Bon dimanche, rendez-vous dimanche prochain.